Après plusieurs années de tensions marquées par des incidents frontaliers, des expulsions de migrants et des accusations réciproques, la Mauritanie semble vouloir renouer le dialogue avec le Mali. Ce 15 juin 2026, le ministre mauritanien de la Défense est rendu du côté de Bamako avec un message personnel du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani destiné au général Assimi Goïta, un choix loin d'être anodin et bien sûr en privilégiant le canal militaire plutôt que diplomatique. Les analystes estiment que cela envoie bien sûr un signal fort de décrispation dans une relation devenue stratégique pour la sécurité du Sahel, alors que les deux pays partagent une frontière sensible confrontée à la menace des groupes armés. Cette visite pourrait marquer une nouvelle étape dans le rapprochement entre Bamako et Nouakchott. Le commentaire se fera bien sûr dans un instant. Et puis, comment apprécier la décision de Washington d'envoyer, en tout cas d'envoyer ces migrants, on va le dire comme ça, du côté de la République centrafricaine? Est-ce que les États-Unis ont trouvé une nouvelle méthode pour gérer leur politique migratoire? Ces derniers jours, plusieurs migrants expulsés du territoire américain ont été transférés vers la République centrafricaine, un pays situé à plus de 10 000 km des États-Unis et qui n'est pas leur pays d'origine. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations sur les nouvelles pratiques de Washington en matière d'immigration, mais aussi sur le rôle que certains États africains sont appelés apparemment à jouer dans cette stratégie. Alors, ce soir, on va débattre entre souveraineté, parler également d'enjeux sécuritaires, mais aussi, pourquoi pas, de pression diplomatique et de rapports de force internationaux. Une affaire qui relance le débat sur la place de l'Afrique dans la gestion des crises migratoires mondiales, mais surtout, qui sont ces migrants qu'on envoie en Afrique. Mesdames et messieurs, voilà le menu de ce soir. Merci d'être avec nous. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce soir, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité au programme de For You Media Africa. Sans plus tarder, le panel, ils sont 3 sur ce plateau et avec eux, on va discuter, débattre et analyser les thématiques de ce programme. Le point sur l'actualité, on le rappelle, vous êtes sur For You Media Africa. Comme tous les soirs, vous le savez, le standard sera également ouvert, les numéros de téléphone affichés au bas de votre petit écran à la maison. Vous pourrez donc les composer tout simplement et participer en direct à cette émission. Rapidement, le docteur Essoussé est avec nous sur ce plateau du point sur l'actualité. Bonsoir docteur, merci d'être là. Bonsoir Madame Siquet. Bonsoir. Bonsoir à tous mes copanélistes, surtout le retour de mon père, le doyen, que vous aurez le soin, bien que les auditeurs sauront de qui il est question, mais bien plus aussi mon très aîné, estimé, qui on ne s'est pas vu il y a longtemps à côté de moi, qui fait son grand retour. Bien qu'il m'a abandonné la dernière fois, j'ai bavardé seul, il m'a demandé pardon tout à l'heure dans les couloirs. Alors, je voudrais adresser un salut fraternel à tous nos téléauditeurs. Et comme j'ai coutume de le dire, nous sommes dans un environnement très difficile où chacun va, n'est-ce pas, la recherche de la pitance. Donc, accorder souvent, n'est-ce pas, quelques minutes, encore plus des heures pour écouter, n'est-ce pas, les analyses pertinentes des consultants que nous sommes. C'est déjà encouragé. Donc, sans eux, vraiment, nous ne sommes rien. Bien nous évidemment. sommes ici parce qu'il y a des gens qui sont accrochés à nos antennes. Et je ne vais pas oublier ceux de la technique qui nous permettent d'être visibles. Un salut fraternel à eux, sans oublier le directoire de cette maison.
Merci à vous, docteur Essoussé Mbok, qui est bien sûr à la technique ce soir, à la réalisation, Liga également. Nous revenons sur le plateau pour poursuivre avec la présentation. Un autre invité, bien sûr, on l'a dit, le patriarche Patient Parfendom est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à la grande Manuela Sikendoumbe. Bonsoir à mon jeune frère que j'aime affectueusement appeler. L'un des jeunes loups aux dents extrêmement longues, je parle du docteur Essoussé. Merci pour les civilités, je les rends. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi. Je me permets de te tutoyer comme jeune frère. Bonsoir à le prochain que vous avez l'amabilité de nous présenter d'un moment à l'autre. Bonsoir à nos téléspectateurs, dizaines de millions de téléspectateurs, de téléauditeurs, à nos techniciens qui sont toujours à l'œuvre pour nous permettre de continuer à diffuser dans de belles qualités de coûte, confort de coûte XXL, mais surtout de belles images. Oui. J'ai des retours de gens qui continuent de nous féliciter sur ces deux points-là. À eux, je dis merci pour les efforts sans cesse renouvelés que vous abattez au quotidien. À toute la grande galaxie panafricaine, à toute l'Afrique qui s'interroge sur des comportements qui ont l'air de quelque chose de plus ou moins mièvre dans l'attitude et la niaque, j'allais dire la résistance de nos dirigeants vis-à-vis de certaines propositions indécentes de la part des États-Unis. Nous allons en revenir pour montrer comment la stature de l'Afrique actuelle ne la permet pas de résister convenablement comme cela se doit face à ces violences, type de pression et de violence qui ne disent pas leur nom de la part de cet ordre qu'on appelle les États-Unis. Et au management de cette grande aventure, comme j'aime bien la nommer, M. Serge Matomba, Miss Conan et toi, la Grande Royale, effectivement, dont nous avons le plaisir de partager le plateau aussi. Merci pour tous les efforts au quotidien qui sont faits et merci une fois de plus pour cette invitation. Merci à vous, doyen. Merci beaucoup d'être encore là ce soir avec nous. L'autre invité, le troisième, le docteur Niamsi aussi, qui a accepté cette invitation sur For You Media Africa. Merci à vous, docteur Niamsi, d'être là. Bonsoir. Bonsoir Manuela Siké, bonsoir à toute la galaxie panafricaniste, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent depuis Nouakchott en Mauritanie. J'ai parlé de Zevrak-Zena, j'ai parlé du quartier 5 qui est Mbassara, tous ceux-là qui sont à Nouadhibou, à Zurat. Bienvenue à cette grande émission. Je me rappelle bien de très beaux souvenirs que j'ai passés dans ce pays et que le pays, je le rends cet ascenseur aujourd'hui en venant débattre de comment est-ce que le président Ghazouani fait sa politique médiatique. Bien évidemment, merci à vous. Cher monsieur, eh bien, le plateau, le panel est donc présenté et nous entrons directement dans le débat. Le thème d'accueil, direction, on va dire Mauritanie, Mali, on va le dire comme ça, on l'a dit à l'entame de cette émission. Malgré ces années de tension, on a l'impression que voilà, les deux États on tend vers justement une accalmie. Est-ce que le Mali et la Mauritanie sont en train justement de fumer le calmet de la paix? On va essayer d'analyser, de comprendre. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui, ce rapprochement au regard des enjeux sécuritaires? Eh bien, docteur Essoussé, je vais commencer par vous. Comment est-ce que vous appréciez la décision de la Mauritanie déjà d'envoyer son émissaire? Et justement, cet émissaire, c'est quand même le ministre de la Défense qui a été envoyé du côté de Bamako. Généralement, on sait que les profils, du moins, c'est plus diplomatique. Mais on sait, et malheureusement il faut peut-être le dire pour situer aussi, on sait que la Mauritanie, lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires ou alors d'accusations d'instabilité, souvent la Mauritanie est citée. Alors comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui cette rencontre entre le ministre de la Défense mauritanien et bien sûr le président Assimi Goïta du Mali? Alors madame Siké, vous posez là sur la table une question qu'on peut apparenter à celle de samedi, parlant du Mali et l'Algérie. Et l'Algérie, oui. Vous voyez un peu. Oui. Et nous nous sommes fait lyncher ici par pas mal de nos téléspectateurs parce qu'ils estimaient que tes jours, et j'étais dessus, je vais être constant là,
toutefois qu'il y a un rapprochement, n'est-ce pas, entre nos leaders, nos hommes politiques, n'est-ce pas, dans le sens de faire avancer l'Afrique, moi je suis pour. D'accord. Nous sommes partants. Oui. Maintenant, s'il y a, n'est-ce pas, comment je vais dire, hypocrisie, je dis toujours, le temps nous dira qui est hypocrite et Tout à fait. nous reviendrons ici. Donc, moi, à l'écoute de cette actualité, j'ai été très réjoui déjà pour ce pas. Maintenant, les personnels en diplomatie ne sont pas choisis au hasard, il faut le dire. Nous avons, n'est-ce pas, un régime militaire, il faut le dire. Donc, là-bas, on parle plus le langage des armes. Et qui de mieux que le ministre de la Défense, ou alors peut-être on aurait eu le chef d'état-major des armées mauritaniens arriver, parce qu'on s'est dit, on n'a pas besoin des civils là, peut-être vous n'allez pas, il faut, n'est-ce pas, et vous savez, entre les hommes en tenue, un ministre de la Défense, c'est un homme en tenue par ricochet, n'est-ce pas, ça peut bien passer. Maintenant, cette actualité permet de faire 2 ou 3 grilles de lecture. Ok. Déjà, on va sur le plan du renseignement. Oui. Vous savez que la Mauritanie a essayé, ou alors essaie mieux, partant déjà du fait qu'elle partage la zone sahélienne. Parce que lorsqu'on parle de la Mauritanie, peut-être c'est des bases qu'il faut poser pour que nos téléspectateurs comprennent. Oui. C'est un territoire aussi vaste que le Mali. C'est 1 million, pratiquement 30 000 kilomètres. Le Mali, c'est 1 240 quelque chose de 1000 kilomètres. Juste que, à la seule différence, le Mali caracole aujourd'hui pratiquement les 30 millions de population, 25 à 30. Mais la Mauritanie est dans les 5 millions à 7 millions. Vous voyez un peu la différence. Et donc, 70% du territoire mauritanien, c'est du désert complètement. Ça veut dire quoi? C'est des territoires dont sur le plan géographique, il est difficile d'avoir une bonne maîtrise. C'est pour ça qu'ils ont intérêt, et je le disais ici samedi, ils ont intérêt. Ils sont, comme on dit souvent, quoi? Divinement ou bien intérêt. Dieu les a condamnés à vivre ensemble et à collaborer. Si, tant c'est vrai que notre ennemi commun, je le disais encore, c'est le terrorisme, donc l'insécurité. C'est le problème que tous les États africains, on connaît qui crée ces insécurités. C'est la raison pour laquelle le président africain qui joue à ce jeu-là, il oublie que quand on va finir de manger les autres, il sera mangé. Donc vous voyez donc que la Mauritanie, dans son territoire, semble avoir maîtrisé très bien ces problèmes d'insécurité, ça dit de djihadisme et autres. Mais c'est dit que le Mali, qui lui a encore cette instabilité à cause, n'est-ce pas, des regards impérialistes, peut être le ventre mou, peut être, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, un potentiel ennemi, au fait, on appelle ça. Un territoire par lequel on peut passer. On peut passer, donc une passerelle. Voilà. Merci, doyen. Peut être un transit pour sa déstabilisation. Donc, il a intérêt aujourd'hui à mutualiser les forces avec le Mali pour mieux contrôler. N'oublions pas, les deux ont une frontière pratiquement de 2000 quelque chose de kilomètres. Waouh! Avec l'Algérie, on parlait de 1000 quelque chose, 1700. Mais là, on parle de 2000. Vous vous imaginez, nous ici au Cameroun, regardez la frontière avec le Nigeria qui est de 1700. Mais là, on parle de 2200 kilomètres. Si vous ne faites pas une synergie, mes amis, vous-même, vous êtes en train de vous livrer au beau diable. Donc, la Mauritanie a intérêt, raison pour laquelle elle s'est dit, vraiment, avec tous les attaques, avec la dernière attaque cruelle du Mali, et donc, les renseignements démontrent, avec preuve que la Mauritanie a été pour, il faut se dire que cette histoire, officiellement, ne nous fera pas du bien. Donc, nous sommes obligés, sur le plan de la superficie, sur le plan de la population, ils sont mieux aguerris que nous. Ça, c'est la première grille de lecture. Mais maintenant, ce qui devient plus intéressant, n'oubliez pas que il y a le port de Nouakchott en Mauritanie et a une ouverture sur l'océan et qui devient très important pour le Mali. Une zone de transit pour le Mali. Alors, la Mauritanie veut se faire de l'argent. Perdre un client comme le Mali, c'est très dangereux pour elle.
côté de ça, pas seulement le Mali, mais l'AES en général. Donc, il est important vraiment d'aller vers ces gens-là et se dire que vraiment, mes frères, revenons à des meilleurs sentiments. Oui. La troisième grille de lecture, il faut être idiot. Tous les chefs d'État africains aujourd'hui envient l'AES. Pour la simple raison que, même quand nous faisons le jeu avec les impérialistes, nous les envions parce qu'ils ont pu dire non, mais ils sont en train de se développer, ils sont en train de monter. Alors nous avons intérêt à collaborer avec eux, peut-être même envisager rejoindre leur dynamique. Je pense que, pour ma part, ces trois éléments mis ensemble justifient le fait que la Mauritanie fasse le premier pas, parce que c'est elle qui a été mise au banc des accusés. Il faut donc faire le premier pas pour parler, se parler face à face, sans intermédiaire. Parce que là aussi, vous savez, dans mes positions, moi j'encourage cette histoire-là. On n'a pas toujours besoin des intermédiaires qui sont nos ennemis pour nous parler. Faire le premier pas, peut-être ça va déboucher à la rencontre avec les deux chefs d'État qui pourront aboutir à stabiliser, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, cette zone. L'aspect sécuritaire, bien évidemment, qui est un enjeu majeur. On regarde d'ailleurs du profil de cet envoyé du président mauritanien, le ministre de la Défense, Dr Niamsi. Une urgence pour la Mauritanie, peut-être n'a véritablement plus le choix. Entre les deux États, on le rappelle, ça fait des années de tension quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette démarche mauritanienne selon vous? Oui, il faut tout simplement regarder le côté diplomatique. La Mauritanie est dans une diplomatie économique et sociale. Le long de cette frontière qui est de 2200 km, il faut regarder que les peuples sont les peuples frères. Vous avez le peuple Léré, vous avez le peuple Soninké, vous avez le peuple Toukouleur, le peuple Touareg. C'est des gens qui n'ont pas de carte d'identité territoriale. Aujourd'hui, ils font le commerce au Mali, demain, ils font le commerce en Mauritanie. Alors, dans cette diplomatie économique, il faut voir le social. Vous savez, moi, j'ai toujours passé le temps à ressasser que le même problème que le Mali a vécu aujourd'hui avec la Mauritanie, c'est le problème qu'il y a de cela 30 ans que le Sénégal a vécu sur la frontière Rosso-Mauritanie, Rosso-Sénégal, où la diplomatie devait être économique et sociale. Parce que, bien qu'économiquement, les deux pays vont être en perte de vitesse, pour restituer le cas de cette diplomatie que le président Ghazouani est en train de faire, c'est qu'économiquement, les forces économiques de la Mauritanie sont le peuple Touareg, le peuple Soninké. Alors lorsque ces deux peuples-là ne peuvent plus faire le commerce, le long de cette ligne frontalière, il y a problème. Ça veut dire que les familles sont meurtries. Sur le plan social, vous allez vous rendre compte que les deux pays partagent non seulement la langue française dans le programme éducatif, mais partagent aussi l'arabe, qui est une langue commerciale sur le long de toute cette frontière du Sahara. Donc vous allez vous rendre compte que le président Ghazouani s'est dit, en restant dans ce qu'on aura appelé le qui-vive, et ne pas se fréquenter depuis pratiquement 2022 et 2023 à 2026, c'est une perte économique énorme et les peuples qui y vivent ne peuvent pas se sentir à l'aise. Alors la querelle entre les deux frères ouvrira un front pour permettre à l'envahisseur, à l'ennemi, de venir s'y installer. Sur le plan sécuritaire, il faut regarder que la Mauritanie vient de redorer son blason militaire en chassant les pôles de djihadistes et de base arrière de beaucoup de ces pays. C'est sur le long de ce territoire désertique de la Mauritanie qui s'inventorie à 955 km de désert. Parce que quand vous êtes dans la ville de Fossola ou la ville de Gorgui ou Nara, les villes frontalières au Mali, vous avez 955 km de désert qui séparent la capitale Nouadhibou à la capitale Bamako, lorsque vous comptez toutes ces zones désertiques. Alors, il est de bon ton que si un front s'ouvre au Sahel, et que vous savez que le Polisario avec le Sahara occidental est un front pratiquement pareil, ça fait perdre déjà, soit au Mali, soit à la Mauritanie, leur vision sécuritaire de pouvoir protéger leurs hommes, leurs biens et le troupeau. Vous savez, du côté de Abdel, Guilbé et Alabidi, au côté de cette frontière, l'élevage est la seule activité nomadisme et pastorale. Si ces messieurs-là ne vivent pas de cela, il va de bon ton que les deux pays vont en pâtir sur le plan sécuritaire. Je vais convoquer le plan humanitaire. Pourquoi est-ce que Ghazouani, ce président de la Mauritanie, regarde aussi le côté humanitaire? Vous savez que les peuples soninké,
vont rarement à l'hôpital. Et que le long du désert, dans les Méharis, ce qu'on appelle les Haïma, aujourd'hui on prend les quelques médecins en transhumance. Si cela perdure, ça veut dire que le côté de ces villes frontalières aura déjà une fuite des habitants vers les villes. La preuve, tout le monde est sans ignorer que en 2023-2024, une épidémie de choléra a failli toucher la Mauritanie. Tout simplement parce que lorsque les conditions humanitaires et sanitaires ne sont pas réunies parce que les frontières sont en proie aux agressions et autres, le plan humanitaire commence à être l'invective possibilité. Maintenant, lorsqu'on a fini de prendre ces 3 points, il faut regarder ce que j'aurais appelé la cordialité des peuples. Ce que nous avions appelé chez nous au Cameroun le vivre ensemble. Oui. Il n'y a aucun peuple présent en Mauritanie qui ne soit présent au Mali, de long de leurs frontières. Ils sont soninké, ils sont malinké, ils sont Peul, ils sont Touareg, ils sont tout couleurs. Tous vivent avec la proximité des traditions, des us et des coutumes. Ils sont soit pasteurs, ils sont soit nomades, ils sont soit ce qu'on appelle les bédouins, de façon triviale, hein, comme on les appelle de ce côté, parce que vous savez, la Mauritanie a un cheval entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb arabe. Donc vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez une ville comme Zouérat, vous tombez directement en Algérie. Lorsque vous prenez une ville comme Nouadhibou, au large de quelques microns près, vous êtes au Maroc. Donc, c'est un président qui sait que d'ici quelques années, il ira à la prochaine élection présidentielle. Et pour capitaliser son intelligence et sa façade maritime, il est de bon ton que son économie soit très bien à l'aise. Vous savez, l'Ogia est une monnaie qui a été 2 fois le franc CFA. Et j'en veux pour preuve la sortie de Mokhtar Ould Daddah sur notre zone CFA. Il y a de cela pratiquement 59 ans. Il disait toujours que si je perds ma façade maritime, si je perds mon économie, je perdrai automatiquement mon pouvoir. Donc, ils ne sont pas prêts de perdre leur façade maritime. Ils ne sont pas prêts de perdre leurs frontières en proie de guerre. Pour que la monnaie puisse vivre, il faudrait que le pays soit pacifié dans la paix. Merci à vous également, Dr Niamsi, pour ce développement. La démarche mauritanienne, on la commente bien sûr ce soir dans le cadre de cette émission. On rappelle le président du Mali, le président Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, qui a donc reçu l'émissaire du président mauritanien, le président Ghazouani. Il a envoyé son ministre de la Défense. C'est vrai que le contenu de manière précise de ce message n'a pas été divulgué, mais on rappelle que c'est le ministre de la Défense qui a été bien sûr envoyé. On connaît bien sûr le contexte. Patient Parfendom, votre regard autour de cette actualité? Bref, c'est une observation. Mes prédécesseurs ont dit des choses intéressantes. Là, je rejoins un peu Dr Ressousset. Vous savez, dans cette crise malienne, certains ne comprennent pas que quand un Malien tombe, qu'il soit du camp des terroristes, soit du camp des djihadistes, soit du camp des populations civiles ou bien de l'armée, c'est un Africain à moi. Les autres espaces dans le monde où les gens vont de l'avant, c'est parce qu'il y a la paix. Et quand il y a la paix, il y a la capacité pour ces différents peuples de s'occuper à ce qui est le plus important pour eux-mêmes, c'est-à-dire la recherche de l'acquisition de moyens qui vont permettre à leur peuple de continuer à gravir les échelles dans l'innovation, dans la technique, la technologie, conditions nécessaires pour créer les conditions d'une élévation du standard de vie des populations. Tout à l'heure, Dr Niamsi nous parlait des médecins qui font la transhumance pour soigner des malades. C'est tout dit. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas la paix, ces médecins ne vont pas mettre en danger leur vie pour pouvoir le faire. C'est pour cela que toute guerre qui exclut le volet dialogue, négociation, c'est une guerre qui est vouée soit à perdurer très longtemps,
soit à ne pas produire des résultats escomptés dans le cadre de la réalisation de ce pourquoi la guerre a été menée. Parce que quand on mène une guerre, c'est pour faire quoi? C'est pour que après on revient à des conditions de vie normales. C'est pour que après les gens soient capables de se saluer, de se regarder la main, de reprendre des activités qui permettent à tout être humain de pouvoir vivre mieux, faire du commerce, booster l'économie, avoir les facilités sur le plan de tout ce qui est routes, hôpitaux, écoles, n'est-ce pas, les infrastructures sociales, pour permettre aux populations de bénéficier, n'est-ce pas, des richesses de leur pays. Un pays comme la Mauritanie, l'un des produits qui permettent à la Mauritanie de sortir légèrement la tête hors de l'eau alors qu'ils ont quitté le franc CFA avec leur propre monnaie, c'est par exemple l'exploitation du fer mauritanien. C'est l'un des produits phares d'exploitation qui permet à la Mauritanie de pouvoir tenir. Vous voyez, mais imaginons un seul instant qu'il y avait la guerre en Mauritanie, cette activité se serait arrêtée depuis très longtemps. Bon, c'est ce qu'on voit au niveau de la RDC, où on voit que on parle beaucoup de l'Est, de la République démocratique du Congo, mais même au Katanga, même au Kasaï, le fait qu'il n'y a pas une paix relative fait que le petit peuple ne tire pas les dividendes de toute cette manne que Dieu leur a gracieusement offert, alors que des clubs, des lobbies, des brigands organisés, eux, ils s'enrichissent en termes de milliers de milliards. C'est ça le drame de l'Afrique aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, chaque fois que dans des conditions de divergence, les Africains peuvent s'asseoir et discuter. Pour moi, je serai toujours preneur de cette initiative et dire enfin, on a commencé à démarrer un processus même par des petits pas. Il faut absolument aller dans ce sens-là. Et pour moi, après la Mauritanie, il faudrait que le Niger aide vraiment ces deux alliés, c'est-à-dire l'Algérie et le Mali, à prendre langue, à discuter, à négocier, pour qu'au moins ce sur quoi ils sont en désaccord ne soit pas le pilier de la déstabilisation de toutes ces zones sahéliennes. Voilà. Merci à vous, Patient Parfendom. Et nous allons donc sans transition aborder le thème principal de cette soirée. Alors, tout à l'heure, la réalisation nous dira s'il est possible d'aller au standard. On s'excuse déjà pour le petit désagrément technique que vous pouvez ressentir chez vous à la maison. Mais on poursuit notre programme avec le thème principal, les États-Unis qui envoient leurs migrants du côté de la République centrafricaine. Alors, on essaye de comprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas que la République centrafricaine qui a accueilli les migrants américains et justement, on s'interroge pourquoi l'Afrique et les nationalités sont diverses. Il y a entre l'Afghanistan, il y a également les Pakistanais, entre autres, ces derniers qui sont donc renvoyés dans les pays africains. Docteur Essoussé, on essaye de comprendre et d'interpréter la décision des États-Unis d'envoyer ces migrants expulsés vers la Centrafrique plutôt que vers leur pays d'origine. Vous savez, cette actualité est extrêmement complexe. Oui. Madame Siké, cette actualité est extrêmement complexe parce que on veut se poser des questions compte tenu un peu de la dynamique de la Centrafrique. Oui. Mais on se pose ce revirement. Qu'est-ce qui peut être, n'est-ce pas, cause de cela? On se pose. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, quand vous m'avez envoyé les thèmes, je me suis tellement posé des questions que j'ai appelé plusieurs personnes pour qu'ils me disent, sauf le doyen que je n'ai pas appelé, pour qu'ils me disent ce qu'ils ont. Et tout à l'heure, pendant que j'étais là, j'ai eu un long moment de causerie avec un collègue, ami et frère qui est aux États-Unis et qui me disait que Trump les a dépassés eux-mêmes aux États-Unis. Ils causaient là, il y avait des journalistes là qui comprenaient, c'était sur haut-parleur. C'est un monsieur qui les a dépassés aux États-Unis. Il a dit que, en même temps, les Américains l'aiment.
pour son pragmatisme. C'est-à-dire, Oui. ce qui est bleu, il appelle bleu. Oui. Il n'est pas dans les codes diplomatiques. Mais, en même temps, les Américains regrettent l'avoir voté. Et il constitue comme un danger même pour eux. Et cette virgule, il disait pourquoi? Parce que le compte le plus fréquenté ou alors le plus vu aujourd'hui aux États-Unis, c'est celui de Trump. Le matin, tous les Américains sur son compte, il vous dit que comme c'est là, l'Iran n'atteint pas 18 heures. Il finit avec l'Iran. À 10 heures, il vous dit que non, vraiment, l'Iran, c'est un grand pays. Vraiment, on se demande qu'est-ce qui se passe entre le matin et 10 heures. Et quand ils suivent ces communications, ces temps-ci, où pratiquement, avec son allié Israël, c'est-à-dire qu'ils sont au champ complètement au point où vous avez suivi sa dernière communication où M. Trump vous a dit que l'Iran n'est pas le Venezuela. Où vous pouvez aller prendre quelqu'un pendant que vous sortez avec la personne, les populations vous disent au revoir. Donc avec l'Iran, ce n'est pas le cas. L'Iran aujourd'hui a présenté. Alors, quand vous avez donc un monsieur comme celui-là en face de vous, et je me mets à la place de M. Touadéra, je me demande qu'est-ce qu'il a pu bien dire. Parce qu'officiellement, on vous dit que c'est une entente entre les deux. Naturellement, on ne peut pas porter des personnes qui n'ont rien à voir avec la nationalité centrafricaine, encore plus avec la nationalité même, je vais dire, de la sous-région, disons, camerounaise et consorts. Ils sont d'Asie, qui sont, je ne sais, d'Amérique, d'où les pays, c'est à côté là. Pourquoi on ne va pas déposer ces gars là-bas? On vient les déposer chez nous. Ça. Parce que je pense que ces migrants, ce n'est pas une diaspora au sens propre du terme, c'est-à-dire intelligents, qui peuvent nous apporter une plus-value. Tout au contraire, c'est des personnes sur le plan sanitaire, on ne sait déjà pas de ce qu'ils portent là-bas. C'est des personnes sur le plan de la morale. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Et quand ils viennent déposer ces personnes, ils vous disent que c'est-à-dire que c'est eux qui ont la charge pendant un certain moment de ces personnes-là. Mais à la réalité, il faut aussi le dire. Plusieurs nous font comprendre que non, c'est vous plutôt qui supportez. Alors, moi personnellement, je suis arrivé à comprendre que certainement, quelqu'un l'avait dit sur ce plateau, les chefs d'État africains sont souvent face à des contraintes horribles, peut-être que nous ignorons, pour parfois sauver leur tête ou alors sauver le chaos total. Ils sont obligés d'accepter. Ils sont obligés. Je me suis dit que, peut-être face à ça, le président Touadéra s'est dit qu'au moins, s'il faut ça, pour que vous me laissez tranquille, envoyer ces gars. Donc, vous pensez qu'il y a soit, justement, on va peut-être qualifier cela de... La Centrafrique est venue dans la tête de Trump comme manque. Vous-même essayez de réfléchir. Justement. Monsieur Trump, on a l'impression qu'il se réveille, il pense à un pays, il dit prenez les gars, envoyez-les là-bas. On peut parler de... Et vous connaissez son ton oui. condescendant avec les chefs d'État africains. Oui. Est-ce qu'il vous laisse même le temps de réfléchir? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt peut-être un avantage que la Centrafrique? Non, il y a toujours ça, il faut le dire. Mais ici, nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, panafricaine. C'est-à-dire, mettre l'Afrique devant. Si on vous promet quelques dollars pour vous, parce que quand on dit l'avantage que la Centrafrique, je ne sais pas l'avantage que la Centrafrique. Vous voyez Trump qui va venir investir, vous connaissez ses points de vue, ses positions envers l'Afrique. Bien sûr. Non, moi je pense que c'est plutôt des avantages personnels. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà ce qu'on te donne, on te garantit telle ou telle chose. Peut-être. Parce que d'un autre côté, n'oubliez pas, on n'a jamais avalé la pilule. La Russie est en train de s'installer en Centrafrique. La Chine aussi s'installe en Centrafrique. Un territoire qui a été longtemps ballotté dans l'insécurité, les troubles et tout ce que vous savez. Et je dis souvent, moi je frémis lorsque je parle de la Centrafrique parce que j'ai vécu ce qui s'est passé en Centrafrique. J'ai vécu les troubles en Centrafrique. J'ai failli payer de ma vie avant de me retrouver. Je ne peux pas vous expliquer à Dakar. Donc, je dis bien, peut-être, il s'est dit, quand même, pour être tranquille,
pour que les gars, s'ils ne me rabâchent plus les oreilles, je vais accepter les migrants dits de transit, parce qu'on dit qu'ils sont des passages. Après un certain nombre de temps. Ils vont entrer. Mais ils vont rentrer où? Dans leur pays peut-être. Mais pourquoi pas les prendre? C'est plus facile sur le plan diplomatique. Moi, de ce que je connais, c'est plus facile. Il n'y a pas un pays qui refuse ses fils, surtout qui sont en situation défavorable. Non, il n'y a pas un pays. Pourquoi ne pas les prendre directement? Mais aussi, on a vu des pays africains qui ont refusé cette offre de M. Trump. Oui, il y a des pays qui ont refusé, en effet. Quand on est au niveau, n'est-ce pas, de M. Touadéra, pourquoi ne pas refuser? De quoi a-t-on peur? Ou alors, qu'est-ce qui s'est dit? Jusqu'aujourd'hui, ça ne fuite pas. Vous voyez, et ça nous met dans une difficulté analytique. C'est vrai qu'on ne connaît pas les termes de... Puisqu'ils ne communiquent même pas. Ni Washington ne communique pas, même M. Touadéra. Parce que, je vous rassure, en Centrafrique, j'ai appelé plus de 6 personnes aujourd'hui. Ils vous disent qu'eux-mêmes sont dépassés par cette... Déjà, ils vous disent qu'ils ont été surpris. C'est-à-dire que le politique était au courant, l'information était pour eux, et du jour au lendemain, on vous dit, demain, il y a... Vous apprenez ça comme ça, parce que ça va de bouche à oreille, et vous demandez... et un m'a même dit que jusqu'à date, pour eux, ils étaient sûrs que non, c'est peut-être un fake et tout, mais ils ont appris plus dans les médias américains, les médias étrangers. Et subitement, on voit arriver, on voit apprêter. Il y a même toute un national sécuritaire pour ces personnes logées dans ces hôtels. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, personnellement, peut-être pour cette première prise de parole, moi, je conclus simplement que c'est des deals entre personnes. Mais on va faire des deals au détriment du peuple. C'est un point d'interrogation. Merci à vous, docteur Essoussé. On va alterner entre le standard et bien sûr le panel. S'il y a des petits soucis au niveau de la communication, donc on va privilégier, lorsqu'il y aura des appelants, on va les privilégier pour ne pas les perdre. Et donc justement, on va prendre Monsieur Maïga au téléphone avant de revenir sur le plateau. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci pour le travail que vous faites toujours. Et mon intervention d'aujourd'hui sur la question des Alors, difficile de vous suivre, Monsieur Maïga, malheureusement, difficile de vous suivre. On va quand même laisser les numéros de téléphone. On va voir si on pourra y aller encore. Vous pouvez revenir, on pourra réessayer. On revient sur le plateau, docteur Niamsi, avec vous. On essaye de comprendre. Le docteur Essoussé était embarrassé dans son analyse. Il n'y a pas réellement d'informations. Et d'ailleurs, il nous révèle que même en Centrafrique, au-delà peut-être du noyau politique, en dehors de ce noyau politique-là, il n'y avait pas réel. Les populations semblaient être surprises de ces différentes arrivées. Est-ce que vous pensez que le président Touadéra, alors le gouvernement centrafricain, n'avait simplement pas le choix? Sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Vous savez, il est très aisé de parler des autres en oubliant quand même le Cameroun a reçu un avion. Et moi, je le dis parce que... Justement, la RDC également, je crois aussi le Rwanda. Je crois qu'il y a plusieurs, c'est vrai. Alors, le Cameroun a reçu ces Américains camerounais qui sont arrivés à la direction de la police judiciaire à Légué-Sono il y a cela 9 mois. J'ai eu la grâce et la chance que ma propre sœur y était après avoir passé 40 ans aux États-Unis. Elle est à la maison avec moi là à Daïdou. Et ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils ont donné 18 milliards de francs au commissaire des Nations Unies, au ACR du Cameroun. D'accord. 30 millions de dollars, l'équivalent de 18 milliards de francs CFA. Que ce dernier devait venir à Légué-Sono à la DPGR, je passe sur le contrôle du commissaire de la DPGR à Légué-Sono qui m'a rencontré. Il m'a vu. Ma soeur est à la maison avec moi.
Elle est partie du Cameroun à 13 ans. Elle est rentrée à 53 ans, après 40 ans aux États-Unis. Okay. J'ai écrit à qui de droit jusqu'à l'ambassade des États-Unis pour demander que cette dame a payé les impôts aux États-Unis. Cette dame a passé toute sa vie scolaire aux États-Unis jusqu'à l'université. Qu'est-ce qu'elle vient faire au Cameroun? Au nom de quelle investigation menée on me ramène cette dame au Cameroun? Jusqu'aujourd'hui, même le commissaire DPG, même le père Bargangelé n'a pas pu répondre. Mais je suis au courant que l'argent a été versé et qu'on affirme que ces refoulés devraient avoir des mesures d'accompagnement pour la réinsertion. Nyamsi s'est levé, il a pris les diplômes de la dame amenée à l'école américaine de Bonaberry et à Bonapriso pour voir un peu quelle est la compagnie puisqu'elle est intellectuelle sur le sol américain. Elle a travaillé sur le sol américain. Peut-être, en regardant son parcours universitaire, et sincèrement, il ne s'agit même plus des migrants à ce moment-là. J'ai dit que c'est des Camerounais, ils sont venus à éliguer sur la DPG. Ils étaient 12. J'ai dit ma propre soeur, je ne parle pas des histoires qu'on raconte. Hein. Ils peuvent le vérifier au Cameroun. Elle vient avec moi à la maison. Maintenant, j'ai écrit, j'ai tout fait. Alors, si le Cameroun a vraiment pris les 18 milliards. C'est le Cameroun, c'est l'État du Cameroun, bien c'est le HCR. J'ai dit si le Cameroun, c'est le haut commissaire du HCR du Cameroun. Parce qu'il est résident ici. C'est un officiel en diplomatie. C'est un officiel. D'accord. C'est important de... S'il a réellement pris les 18 milliards, moi je demande qu'est-ce qu'il a fait des 18 milliards sur les différents projets où ce Camerounais devait se refaire une autre vie. Fiasco. Je reprends sur Bangui. Le 12 juin 2026 a atterri à l'aéroport de Bangui Poko. Syriens, Arméniens, Afghans. Des gens d'autres ne savent même pas dire un mot en anglais ou en français. Ça, je vous le dis. Dessus, c'est bien introduit. Nous savons qu'à Bangui Poko, 60% de la population s'exprime mieux en sango qu'en langue française. Alors, qu'a fait le président Touadéra pour mériter toute cette masse humaine de personnes dont la communication même n'est pas claire avec les forces de police centrafricaines qui eux-mêmes déjà, pour faire des rapports, n'arrivent pas à mieux comprendre les personnes en face d'eux dans leur aéroport. Ils sont donc sortis de l'aéroport et nous avions filé au quartier appelé 5e, Sika Relais, 200 villas en plein Bangui, Petovo. On les retrouve en train de marcher sur toutes les rues de Bangui. Et d'interroger un de mes correspondants de ce côté qui me dit peut-être le président Touadéra ne veut plus regarder uniquement la Russie. Il se dit que les États-Unis vont ouvrir une palette diplomatique pour les besoins d'aide. Peut-être il croit que le conflit du Soudan qui arrive toujours chez lui avec les Séléka, les États-Unis vont arrêter cela. Il croit peut-être que les États-Unis, dans une coopération multilatérale, poussera les bailleurs de fonds à venir vers la République centrafricaine. Alors, ce journaliste centrafricain a égrené un chapelet de peut-être. J'ai donc essayé, dans tous les réseaux politico-administratifs, à connaître quel est l'accord que Washington a signé avec Bangui. Tous les journalistes d'investigation, tous les journalistes, seniors et grands reporters en Afrique m'ont dit, nous ne sommes au courant de rien. C'est resté une lettre scellée. Un soit transmis que seul le destinataire et l'émetteur ont pu s'asseoir, soit par téléphone de palais à palais pour négocier. On en ressort à partir du 14. Un Camerounais qui était dans ce vol, qui est venu à Douala et est venu à la rue King Aqua, où nous avions l'habitude de passer des soirées. Dans l'édition Ali, l'avion a même fait un escale à Accra. Effectivement, au Ghana. L'avion a même fait un escale à Accra. Et là-bas, les autorités ghanéennes ont dit, vous là, le carré ici, vous resterez dans l'avion, on va continuer avec vous. Le Ghana n'en veut pas. Nous sommes restés sur notre fin. Nous avions posé des questions à cet Africain. Mais si l'avion a fait pratiquement l'escale de 1h30 à 2h à Accra, que s'est-il passé? Il dit en anglais très facile, on nous a prononcé 4 mots. Vous attendez sur place, cet avion va continuer. Madame Sikendoumbe, il est de bon ton qu'il y a une chambre qu'on appelle l'Union africaine à Addis Abeba, avec les représentants de tous les pays, nous au Cameroun.
Celui qui nous représente s'appelle Pierre Mokoko Mbodjo, internationaliste, diplômé de relations internationales, diplomate de carrière, homme d'État, homme politique. Le dossier est sur sa table. Je dis le dossier est sur sa table. Il n'a pas encore répondu. Pourquoi les Camerounais sont rentrés? Pourquoi les Camerounais se sont retrouvés en Centrafrique et les familles ont envoyé des mandats pour qu'ils reviennent ici? La deuxième personne, c'est le responsable des Camerounais au ministère des Relations extérieures du Cameroun, là à Yaoundé, à la 6e porte au 2e étage. Qu'est-ce que lui a donné comme rapport au président de la République? Et qu'est-ce qu'il peut expliquer aux Camerounais sur la signature des accords? Si le Cameroun l'a signé, peut-être quelqu'un l'a fait derrière pour le bien n'est pas au courant. D'après plusieurs analyses, alors, nous nous sommes rendus compte que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis est muet. Ok. Le représentant du Cameroun aux Nations Unies, à l'ONU, est muet. Le ministre Eugène Mela est muet. Il ne reste donc que les journalistes et hommes de médias puissent publier cela et les consultants puissent en débattre pour dire que si tel est vrai, les Camerounais qui sont revenus et les Camerounais qui arrivent, qu'est-ce que le Cameroun a eu? C'est la même chose qu'on demande à Touadéra depuis ce matin. Il y a une chaîne de télévision privée centrafricaine qui a fait ce débat. Que pourquoi ces gens arrivent chez nous? Ils seront logés où? Quel est le canevas de leur insertion en Centrafrique? Sachant que la ville de Bangui, présentement, n'a pas d'issue. N'a pas d'issue, il n'y a pas d'issue à Bangui présentement. Tout est au qui-vive. Et on envoie ce genre de personnes. Alors vous pensez qu'un Syrien à Bangui, qui arrive le matin, vous le logez, qui parle à peine la langue anglaise, qui parle à peine le français, comment est-ce qu'il va communiquer même s'il tombe malade? Ça dépasse l'entendement de tous les Africains. Il est de bon ton que les États africains se réunissent pour voir régulièrement et réellement. C'est pourquoi j'appelle le président en exercice de la CEMAC de convoquer M. Touadéra pour qu'il puisse nous expliquer comment est-ce que la République centrafricaine, au sein de la CEMAC, peut devenir un dépotoir de résidus que tous les autres ont refusés. Ça ne veut pas si ça commence en Centrafrique. Ça veut dire que la ruée sera vers nos frontières au Cameroun et ça va aller vers le Gabon et la République, la Guinée équatoriale. Nous n'en voulons pas, il faut le décrier avec force. Merci à vous, Dr Niamsi. Patient Parfendom, un dépotoir. Est-ce qu'on peut qualifier justement cet acte ainsi, l'Afrique finalement, ce dépotoir où on envoie tout ce qu'on rejette, les États-Unis qui envoient leurs migrants? On s'est interrogé tout à l'heure, pourquoi ne pas les renvoyer dans leur pays d'origine? Pourquoi les envoyer justement en Afrique? Qu'est-ce qui peut expliquer cette décision, ce choix? Je pense qu'il fallait reformuler cette thématique. Ok. Ça va de soi. Si je m'en tiens qu'à ce que vient de nous dire le docteur Niamsi. Le docteur Niamsi, ce n'est pas une affaire centrafrico-américaine. C'est une affaire entre les États-Unis et un certain nombre de pays africains. Tout à fait. Je veux donc me lancer dans cet exercice pour citer ces noms des pays africains qui sont dans cet accord. Il y a le Burundi. Oui, c'est vrai. C'est autour de 300 migrants pour l'instant. Pour le moment, oui. On parle d'une première vague d'ailleurs. Oui. Donc, les pays qui ont signé cet accord officiel ou officieux avec les États-Unis, il y a le Burundi qui a déjà accueilli des migrants. Il y a le Cap-Vert qui a accueilli les migrants. Il y a la République centrafricaine, dont c'est récent. Il y a le Libéria qui a accueilli les migrants. Il y a la Libye qui a accueilli les migrants. Il y a l'Ouganda qui a accueilli les migrants. Il y a le Rwanda qui a inauguré, parce que c'est avec le Rwanda qu'on a, pour la première fois, avec les Anglais, vous vous souvenez, on a eu ce débat. Tout à fait, oui. Bon, il y a le Rwanda, dans cette dynamique-là, d'accueillir des migrants étrangers sur son sol. Bon. Il y a le Rwanda, avec la partie américaine maintenant. Il y a la Guinée équatoriale. Parce qu'il ne faut pas seulement voir les rapports entre la République centrafricaine et la Russie. Il y a aussi la Guinée équatoriale qu'on nous présente comme le champion du panafricanisme qui a accueilli des migrants. Il y a le Ghana, c'est désolé, docteur. Le Ghana a accueilli elle aussi. Oui. Le Ghana a accueilli des migrants d'autres nationalités qui ne sont même pas des Ghanéens sur son sol. D'accord. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un grand scandale avec des manifestations. Il y a la Sierra Leone
qui a accueilli des migrants. Il y a le Sud-Soudan qui a accueilli les migrants. Il y a, j'ai cité les Libériens, les Swatini, ton petit pays qui t'est trop cher. Là. Ils ont aussi accueilli les migrants. J'ai cité Yaoundé, le Cameroun, non? Il y a le Cameroun dans la sauce. Et je suis désolé, ce n'est pas une affaire que Biya ignore. Le président Biya est bien au courant. C'est lui qui a donné le OK. On ne peut pas commencer à dire que toi, le courant, Biya n'est pas au courant. C'est pas vrai. Bon, les négociations qui sont en cours avec d'autres pays pour accueillir les migrants aussi, il y a le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, la Guinée-Bissau. C'est autour de 300 personnes pour l'instant dans cette première vague, comme l'avait si bien dit. Bon, la RCA a accueilli 17 de ces migrants. En réalité, dans l'accord, tout est bien organisé pour qu'ils soient dans un lieu sécurisé, selon l'accord, qui bénéficie d'un certain nombre de facilités. Pris en charge par les Nations Unies. Non, dans l'accord, je ne sais pas si c'est pas les Nations Unies ou bien par le pays en question, mais dans le pactole, vous avez donné un chiffre là qui m'a fait tressaillir, 18 milliards pour le Cameroun, vous voyez que c'est... Manuela, c'est quand même beaucoup d'argent. 12 personnes, 18 milliards. 12 personnes, 18 milliards, vous voyez. 300. Donc, depuis que le Rwanda, suivi par l'Ouganda, avec d'ailleurs dans la première proposition qui était en Grèce, les autres pays africains, dont j'ai oublié un autre, Djibouti, était aussi dans ce pactole, se sont dit, mais avec les difficultés qui courent, pourquoi pas? Bon, ça repose une question fondamentale de la question de la souveraineté africaine. Et quand je vous parle tout le temps sur ce plateau d'unité politique de notre continent, vous faites semblant de... Les gens passent... Oui, attendez d'abord. Je dis que même l'AIS, là, allez à la fédération, on me tape dessus. Oh non, ils savent ce qu'ils font. Quand on sait très bien ce qu'on fait, ça aboutit à ce que nous avons là comme résultat. Parce qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion. On n'est pas assez solide pour pouvoir résister aux attaques de M. Trump. Parlons de la RCA. Oui. Est-ce que vous savez que parce que la RCA a adopté une nouvelle politique pour la gestion de la commercialisation du pétrole qui est vendu à RCA, qui a d'ailleurs reçu un satisfecit de la part de FMI et la Banque mondiale, le FMI et la Banque mondiale aujourd'hui attaquent la question de la centralisation de ce grand business qui a permis à la RCA de dégager n'est-ce pas, des surplus en termes de fonds qui sont rentrés dans les caisses de l'État, qui sont très importantes. Aujourd'hui, on nous met en avant la question de, comment vous appelez ça, de la compétitivité. Donc, il faut laisser qu'il y ait plusieurs acteurs dans le secteur. La SCA a dit, mais j'avais, avant cette formule, qui nous a démontré que, 1, on n'avait pas de carburant à disposition, 2, les coûts du carburant étaient tellement élevés que ne pouvaient pas permettre à notre économie de commencer à tourner. On a tout centralisé, on a vu que les marges bénéficiaires pour notre économie ont gonflé, mais surtout, on a le carburant à disposition dans l'ensemble. Pourquoi vous dites le contraire? Bon, le FMI et la Banque mondiale disent, tant que vous ne reverrez pas à l'ancienne formule, c'est-à-dire vous libéralisez, qui est Total, qui est, vous avez compris pourquoi il faut qu'on libéralise, vous ne bénéficiez plus. Tout à fait. Et le FMI et la Banque mondiale sont sur le point d'asphyxier totalement l'économie centrafricaine. Bon. Chacun veut jouer solo, non? Voilà où nous arrivons. Et c'est là-dedans, dans cet interstice, que ça engouffre dans la proposition de M. Trump. Ben, je n'ai pas les fonds. Vous avez les fonds pour le Cameroun, je n'en ai pas pour la République centrafricaine, mais je sais que c'est dissonant et trébuchant. Quand vous avez une économie qui est exempte, vous êtes acculé, au sein de cette strangulation qu'on est en train vraiment de vous asphyxier. Comme disait un ministre camerounais, quand on se noie, on s'accroche à tout, même à un serpent. Voilà ce à quoi ça aboutit. C'est ce manque de vision commune au niveau de nos États qui crée cela. Revenons au cas de la République de RDC. Oui. Très bien le cas de la RDC. Vous savez que pour la RDC, Trump est en train de mettre une stratégie pour empêcher à la Chine d'avoir la même mise sur certains minéraux stratégiques. Je vais citer quelques-uns sur lesquels Trump a jeté son dévolu au niveau de la RDC. Quid, bien quitte, a laissé même M. Tshisekedi tenter de dire qu'on peut casser la Constitution, la modifier pour qu'il se représente comme chef de l'État. Vous n'en parlez pas beaucoup. Vous n'en parlez pas beaucoup. Voilà le vrai problème. Alors, ces minéraux-là, j'ai noté quelques-uns. Vous avez en premier le cobalt. Très important pour les États-Unis. Il faut enlever ça du giron d'influence de la Chine qui vient avec ses gros sabots. Il faut écarter la Chine de ce commerce. Vous avez le tantal.
il faut éloigner la Chine le plus loin possible, lui qui maîtrise déjà l'économie des terres rares sur le Tantal qui vient de la RDC. Vous avez le lithium, sacré lithium. La Chine. La Chine. Utilisateur du lithium. Attention. Ouais. Donc il faut nous aussi essayer un tour de vis. Le cuivre. Wow. Alors on dit donc à M. Tshisekedi, on fait comment? Nous, on est prêt à tout acheter à prix d'or. On est même prêt à fermer les yeux si vous cassez votre constitution pour vous représenter comme pour un 3e mandat. Mais l'autre conditionnalité, c'est que vous acceptez nos migrants. Voilà où nous en sommes. La question de la faiblesse de l'Afrique, réduite à des petits bantoustans, avec des économies très faibles. J'oublie, il y a aussi la diplomatie sanitaire, la question d'Ebola aussi qui ressurgit comme ça, comme sorti de nulle part. Oui. Oui. Et vous savez très bien que les États-Unis se sont retirés de l'OMS. Oui. Comment on va faire pour financer la guerre contre Ebola? Il y a tout cela, Manuela Sikenoube. Donc cette question-là, ce n'est pas une question uniquement centrafricaine, c'est faux. Mais justement, pour le pan Ebola, peut-être pour aller dans le même sens, vous savez qu'il y a eu ce problème, je crois, au Kenya, où il était question pour les États-Unis de construire ce laboratoire ou alors cet espace qui allait accueillir les Américains qui quittaient par contre du Congo pour être soignés de ce côté-là, uniquement un centre consacré aux Américains. Et puis il y a eu des manifestations, bien évidemment, les populations ont refusé, toujours en parlant justement de Ebola. Non, au-delà d'Ebola. Vous voyez Ebola, mais il faut voir la nouvelle stratégie de Trump, comment faire pour faire même base sur des pays en Afrique, en Afrique en général, surtout des pays qui ont un rôle stratégique. Le Kenya était considéré comme un hub du point de vue de tout ce qui est nouvelles technologies, le machin, etc., etc. Mais surtout, le Kenya est ouvert vers l'océan Atlantique. Et qui dit océan Atlantique dit l'influence de tous les pays, de toutes ces monarchies du Golfe. Avec la guerre en Iran, États-Unis contre, comment vous appelez, Israël. Attention, ça commence à affaiblir de côté de ces monarchies. Donc peut-être qu'on pense à se repositionner sur la côte est africaine. Et pour mieux se repositionner sur la côte est africaine, il faut d'abord attraper le Kenya par les bijoux de la famille. Et comme ça, on crée tout les... C'est-à-dire, on crée un problème. Tu commences à voir Ebola. Alors que l'objectif même est loin, est ailleurs. Tout à fait. Toi, tu vois Ebola, alors que pour eux, l'objectif est ailleurs. Voilà où nous en sommes. Et c'est pour ça que je continue de dire et d'insister en disant que dans cette affaire-ci-là, j'oublie pour le Cameroun, ça a été aussi violent, parce que vous avez beaucoup de chance, docteur. Vous êtes allé voir les gens, vous avez écrit les lettres. Ici, au Cameroun, les journalistes ont tenté d'enquêter sur la question. Ils ont été molestés. On a confisqué les téléphones. On a confisqué les appareils photos, etc. etc. Violentés. Donc, heureux que vous soyez, cher ami, vous avez beaucoup de chance. Voilà. Donc, non, parce qu'il m'a dit que j'ai cru entendre qu'il s'est même déplacé pour aller rencontrer des gens. Bon, je dis que lui, c'est un vénard. Donc, je dis donc que vous voyez, donc, même au niveau du traitement de cette information, c'est leur méta total. Ça veut dire que les États africains eux-mêmes sont conscients que cette affaire-là n'est pas... C'est-à-dire, pour leur opinion, c'est un scandale. Les peuples africains ne veulent pas de cette transaction. Ils ne veulent pas de cette affaire. Parce que, justement, les Africains ne se considèrent plus comme le dépotoir de tout ce qui se passe dans le monde. Surtout les États-Unis. Quand on voit comment les États-Unis, eux, en retour, traitent les Africains. Le cas de l'arbitre somalien. Somalien, oui. Meilleur arbitre de la dernière CAN, qui a reçu l'accréditation de la FIFA pour aller arbitrer cette Coupe du Monde. Et Trump lui a dit, tu ne peux pas entrer. Tu as la tête d'un chebab. Rentre chez toi. Donc, vous voyez, là, c'est à quoi nous sommes réduits. Donc, cette affaire-ci, là, oui, heureusement, on ne peut pas finir sans quand même féliciter que ceux qui ont pu résister. Donc, Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, qui a dit, je ne veux pas je ne mange pas de ce pain, comme on dit de manière triviale. Il faut le féliciter pour ce courage d'avoir refusé ce dol. Parce qu'en réalité, c'est un dol, ce n'est même pas un deal en tant que tel. Mais je continue de vous dire, tant que nos États seront des États faibles, ou bien affaiblis, tant que nos dirigeants
ne vont pas comprendre la nécessité d'une cohérence, d'une cohésion, d'une solidarité pour, en ce qui concerne notre politique étrangère vis-à-vis de ces hyperpuissances, je pense que nous ne serons pas à l'abri des désagréments, vraiment des humiliations comme cette énième humiliation de M. Trump vis-à-vis des peuples africains. L'Afrique face à ces superpuissances, on va faire le dernier tour de table, docteur Essoussé. La question de la souveraineté africaine qui revient donc en débat face à cette actualité. Les États africains, finalement, si on s'en tient aux commentaires ici sur le plateau, semblent ne pas avoir le choix. Il y a plusieurs paramètres, dont l'aspect également économique, la situation économique de ces États qui souvent se retrouvent obligés de céder en échange d'un soutien, un soutien financier, même si à côté, on sait qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques, mais la souveraineté reste peut-être pour les États africains l'enjeu majeur. Tout à l'heure, le docteur Niamsi relevait ou alors citait l'Union africaine qui devrait, normalement, on s'attend à ce que l'Union africaine se saisisse tout de même d'un tel dossier. L'Union africaine s'est saisi un jeu d'un dossier. Peut-être que ce sera le moment. Je pense que la sortie du docteur Diamsi a repositionné assez beaucoup de choses. Pourquoi? Déjà, on note que beaucoup ne sont pas des migrants au sens qu'on l'annonce. Donc, très souvent, c'est les ressortissants même de ces pays-là qu'on renvoie. Il y a déjà ça. Il y a déjà ça, oui. Ce ne sont pas des migrants tels que quelqu'un est passé par là. C'est des gars qui sont et que M. Trump. Et pourquoi je dis ça me conforte parce que tout à l'heure, dans l'entretien que j'avais avec ce collègue ami, disait jusqu'à l'heure où il parle, ils sont dans le qui-vive avec M. Trump. Parce que tu peux te lever un matin assis dans un avion en train de rentrer. Et il me disait, ça grogne. Oui. Ça grogne aux États-Unis parce que, justement, il y a des gars qui sont en situation telle que ils ont leurs épouses officiellement ici et qu'ils avaient engagé, n'est-ce pas, les papiers pour le mouvement familial et tout, et vice-versa. C'est fini. Il y a des gars qui sont dans des situations telles qu'ils ont fait venir leurs parents de troisième âge qui étaient sous traitement. Oui. Et et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sur quel indicateur il s'appuie. C'est-à-dire on arrive, il disait justement, il y a des gars qui se sont retraités qu'il allait faire un achat là, on l'a pris. Et avec sa nouvelle police qu'il a mis sur pied, on te conduit à l'aéroport, même pas le soin de te prendre tes pièces. Tu arrives ici comme quelqu'un, c'est-à-dire que comme on t'a pris là-bas, vous voyez un peu, vous pouvez aller à la boutique, vous avez tout laissé, on prend, on vous jette quelque part, vous n'avez plus de repères, même ton téléphone tu n'as pas. Est-ce que le président Trump ne profite pas, est-ce que c'est pas un prétexte justement pour appliquer cette politique ou non, au fait, on se demande, parce que tel qu'il me dit, on se demande qui est même derrière Trump. D'accord. Parce que, regardez, c'est deux Trump différents. Hein. Premier mandat et ce mandat. Complètement différent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui appuie, c'est-à-dire que comme la voiture des enfants, là, il appuie la télécommande, Trump à gauche. Il dit la véritable question qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous voyez, les politiques américains se sont levés contre lui. Vous voyez les sorties d'Obama tous ces temps-ci, même sur la question de l'Iran et consorts. Et on commence à se demander, parce que les mêmes politiques sont sous ces lobbies américains, mais ils se demandent qui est même derrière. Est-ce que M. Trump, c'est juste une... C'est comme juste la façade, oui, mais il y a quelqu'un qui pilote. Et il dit, c'est ça le véritable problème aux États-Unis. Il dit, et c'était devenu très grave au point que sur le plan économique, c'est grave. Est-ce que vous savez que le pétrole, par exemple, à la pompe est parti de 2 $ à plus de 5 $ aujourd'hui. Rien que dans ce laps de temps du conflit avec l'Iran, à plus de 5 $, et ça monte pratiquement à un rythme après chaque 3 mois. Au point aujourd'hui, il m'expliquait qu'il est difficile de voir un Américain sortir avec sa grosse voiture. Ils sont arrivés au niveau où les gars ont adopté la marche à pied. Parce que tu vas mettre le carburant avec quoi?
c'est devenu à un niveau, il dit, tu veux acheter, tu as ta carte, vous savez tout, tu fais les achats d'un certain montant, tu es d'une autre couleur, on te soupçonne, on te prend et on te renvoie. Et la grande curiosité, il me dit, gars, est-ce qu'à l'heure, si toi et moi, on pouvait souvent causer? Mais gars, même pour aller au cours aujourd'hui, enseigner, je ne peux plus. Et conséquence, c'est que ça te prive toi-même parce que la famine va te... Et celui qui parle, je vous rassure, c'est un enseignant d'université et sa femme est médecin. Sa femme est médecin, c'est-à-dire elle est arrivée aux États-Unis depuis l'âge de 2 ans. Donc, ayant la nationalité, mais si lui, il peut agir comme ça. Donc, il dit que M. Trump est en train de mener les États-Unis. Hein, il me dit, donc, ces trucs-là, même ici aux États-Unis, tu demandes même aux gens qui sont à côté de lui, te disent que nous, on ne comprend pas ces deals. Et je pense que la complétude que le doyen a apportée sur le plan économique peut justifier. Mais, ça interpelle donc, pour revenir à votre question. En réalité, on parle du rôle que devrait jouer l'Union africaine. Oui, elle devrait jouer un rôle. Si, en réalité, l'Union africaine répondait encore à la vision que les pères qu'il avait fondée. Mais vous savez que l'Union africaine est du lieu aujourd'hui. Vous avez une organisation qui est financée à 70% par ces impérialistes. Vous avez une organisation, à cause de tout ce qui se passe là, vous avez certains chefs d'État qui n'y vont plus. Manuela, vous couvrez, n'est-ce pas, ces sommets-là, comme ça va. Vous avez des chefs d'État qui n'y vont plus parce qu'ils ne trouvent aucun intérêt à aller. Effectivement. Alors, vous pensez que comment une organisation panafricaine, pour siéger, demande l'ordre d'une autre organisation? Et vous pensez qu'elle ne se prononce pas sur les grands sujets africains. Elle ne se prononce que lorsque l'autre s'est prononcé. Elle va dire quoi? Dr Nyamsi a interpellé tous ceux, les noms même des Camerounais qu'il a appelés là, je me demande même s'ils connaissent même les Yabassi Natal. Dr Nyamsi, sauf si tu en sais. Donc, aujourd'hui, on souffre du problème que le doyen est en train de régler. Il faudrait un temps soit peu, et je pense que c'est ce pourquoi nous sommes ici, nous allons continuer à le dire, que les chefs d'État africains, seuls, ne peuvent pas résister cet impérialiste. Vous allez résister à quel impérialisme? Les gars savent sur quel levier il faut appuyer. Et quand ils appuient, vous êtes obligés de vous plier. Je vous prends souvent une image. Nous avons des États dont nous ne maîtrisons pas la cartographie. C'est eux qui ont fait toutes nos cartographies. On compte le nombre d'États africains aujourd'hui qui s'asseyent et font leur propre cartographie aujourd'hui. On compte, il n'y en a pas 10 en Afrique. Alors, quelqu'un dessine ta maison. Il a construit, il a disposé tout dans ta maison. Tu penses que la souveraineté, c'est un discours? Que tu t'élèves comme ça, la souveraineté? Il y a donc lieu. C'est une urgence à ce que les chefs d'État, les politiques africaines, et avec nous-mêmes les peuples africains, que nous convergeons vers une même direction. Parce que ce n'est que la somme ou la masse de nos discours, de nos idéologies, qui peut faire bouger ces gens-là. À partir du moment où les gars même dont on est en train d'interpeller là, les chefs d'État et tout, c'est les produits d'où? On compte ceux qui sont les produits africains. C'est les produits toujours de ces gens-là. C'est les gars qui ont les nationalités de ces gens-là. C'est les gars, on veut se traiter, on va là-bas, suivez mon regard. On a un problème, on y va, on prend le congé, on n'est pas à Moulvoudaï, on n'est pas à Guervidi, on n'est pas nulle part. Observer les pics de Rumsi qui on va dans ces... Alors, ils nous tiennent. Nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas des instruments de souveraineté. Même les systèmes éducatifs sont tenus. Bien sûr. Donc, et j'ai dit, je rejoins le doyen parce que très souvent, peut-être on conçoit, on se dit non, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais non, attends. La preuve, même la S, nous avons soutenu, on a vu ce qui s'est passé dernièrement, ça va de nos faiblesses.
nous avons intérêt. Ouais. Tout à l'heure, nous avons pris au premier sujet l'image de la Mauritanie. Vous avez un pays de 5 millions d'habitants. Vous avez une superficie 2 millions et poussière. C'est difficile. Donc, les 5 millions, la moitié, la population de Bamako, qui a 2 millions quelque chose, fait la moitié de la population. Et quand vous prenez le Mali, on vous dit 70% de la population vit carrément dans la zone du sud. Donc, le nord est abandonné. Prenez donc le cas de la Mauritanie. Vous avez ces gars maîtrisent toutes ces zones mieux que vous. Mais vous êtes parfois chef d'État, vous ne connaissez même pas tout votre pays. Mais le gars est là-bas à des milliers de kilomètres, il connaît ton pays. Puisqu'ils sont tous là, c'est dans des renseignements et tout. Donc, ils connaissent où il faut frapper. C'est eux qui détiennent. Sur le plan alimentaire, c'est eux qui ont tous les programmes. Ils savent comment vous mettre en pénurie et tout. Donc, vous voyez que c'est difficile. Il y a un intérêt. C'est très lourd. C'est même alarmant. Il y a un intérêt à se parler. Il y a un intérêt à mutualiser nos énergies, à mutualiser nos politiques. Il y a un intérêt à repenser, refonder l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, là, c'est l'Union européenne. Merci à vous, Dr Essoussé, Dr Niamsi. Il y a donc intérêt à se parler, à s'unir face justement à ce type d'agression, parce qu'on peut le qualifier d'agression. On se rend compte que les États africains, finalement, ne sont pas du tout à l'abri de ces chocs, on va le dire, impérialistes. Et l'urgence est donc à cette union que l'on appelle tout le temps ici, ou du moins que l'on convoque sur ce plateau, d'où la question de la souveraineté africaine qui est relancée dans ce débat. Vous savez que beaucoup de chefs d'État en Afrique ne sont pas légitimes. Et cette légitimité montre à suffisance que pour chercher le mentorat et le parrainage, on est obligé de faire allégeance à ce genre de pratiques et à ces grands États. Le siège de la Banque mondiale est aux États-Unis, le siège du FMI est aux États-Unis. Et lorsque nous fouillons les dossiers, le New York Times, un journaliste, un grand reporter du New York Times, lorsque cet avion décollait de la Louisiane pour Bangui Poko avec escale à Accra, ce journaliste a bien déposé et a bien dit tous les États qui ont signé ces accords sont les États qui ont des problèmes auprès du FMI et de la Banque mondiale, soit des prêts mal gérés, soit des prêts mal remboursés, soit sont encore allés chercher de quoi prendre de l'argent pour organiser les prochaines élections pour se maintenir au pouvoir. Et lorsqu'on a fini d'inventorier cela, il est de fort aise de comprendre que aujourd'hui, les 25 États africains qui ont ratifié ces accords avec les États-Unis, regardez un tout petit peu leur rapport à la Banque mondiale et FMI, c'est des pays endettés. Regardez les présidents de ces pays qui sont en exercice aujourd'hui, c'est des présidents quasi illégitimes dans leur territoire. C'est des gens qui ont pris le pouvoir grâce aux forceps. Lorsqu'on l'a indiqué, regardons l'Union africaine aujourd'hui. Cette chambre basée à Addis Abeba est lamentable. On aurait pu croire, vous savez que dernièrement le Cameroun n'avait pas cotisé, et que les bruits de bottes ont couru pour dire que la cotisation du Cameroun a été sûre lorsque un de mes compatriotes et frères diplomates a levé le doigt pour répondre à une question. On lui a dit, ton État n'a pas encore cotisé, baisse la main. Il a fallu une grande diplomatie pour essayer de brouiller les pistes pour le faire. Et vous savez que Pierre Boukokom Bonjo a été très mal assommé ce jour. Donc pour moi, il est de bon ton de comprendre que il est temps que les Africains, les Africains autant pour moi, puissent se réunir autour d'un autre mouvement. Sinon, le mouvement des zones économiques et monétaires peut encore sauver l'Afrique et l'Union africaine. C'est pourquoi, oui, les mouvements des zones économiques et monétaires peuvent encore sauver les États africains que l'Union africaine. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il y a une zone économique en Afrique dont vous ne sentez pas réellement ce dépotoir. C'est la zone économique du Maghreb. Quand vous regardez sur les 3 pays du Maghreb, les 2 pays arabes et le Maghreb, vous allez vous rendre compte que le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et à un micron près l'Algérie se désolidarisent de cette Union africaine et restent dans l'Union Maghreb arabe pour gérer leurs problèmes face à Trump. Et vous allez remarquer que Trump n'a pas trop de regard sur le Maghreb arabe en Afrique. C'est pourquoi, depuis un certain temps,
Lorsqu'il pose ce problème de migrants, le Maghreb lui fait comprendre que nous-mêmes, on a ce problème ici avec nos frères qui viennent. L'Union européenne a tenté en disant qu'on arrête un Africain subsaharien, le ramener dans son pays, on donne quelque chose à ce soldat maghrébin. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne veulent plus, ils n'en veulent plus. Voilà où nous sommes bloqués. Il faut une nouvelle génération aux affaires, il faut une nouvelle façon de penser l'Afrique. Et je pense que la photocopie conforme et la réflexion la plus idoine, c'est de se retourner vers le Mali, vers le Burkina et vers le Niger pour voir comment est-ce que l'Afrique peut se repenser de plus belle. Ça veut dire que en attendant, on va tout simplement subir. Et voilà, subir. Tout à l'heure, Patient Parfendum citait tous ces pays-là qui sont aussi, il y a des pays qui ont déjà accepté, d'autres c'est en négociation. Et voilà, il est possible que ces pays également acceptent. Donc, on comprend que pour le moment, l'Afrique n'a pas les moyens de se défendre. Vous n'aviez pas remarqué que tous ces présidents africains qui ont accepté étaient soit à 2 ans de leurs élections, à 1 an de leurs élections présidentielles, aussi vrai, soit en préparation de leurs élections présidentielles. Le Cameroun a accepté ce dépotoir à 8 mois de ses élections, à quelques mois du 12 octobre. Donc, les faits sont là. Ce n'est pas nous qui les qualifions. Tshisekedi accepte cela parce qu'il a quelques mois aussi de ses élections. Vous allez vous rendre compte que Paul Kagame, lui, il va à tout prix s'éterniser au pouvoir et battre le record de Paul Biya. Donc, vous devez comprendre qu'il devait accepter absolument. Voilà comment nous, on analyse cela. Merci à vous, Dr Yamsi. Patient Parfait, donc, pour sortir. Non, c'est-à-dire que cette actualité qui semble humiliante pour le continent africain doit nous amener aussi à continuer de nous interroger sur la question de comment faire, comment procéder pour avoir des ensembles ou bien sous-ensembles africains qui soient à la fois cohérents économiquement, politiquement, socialement et culturellement. Parce qu'il y a aussi une question des gens qui pensent que nous sommes très différents parce que nous portons des noms différents. J'ai l'habitude de vous le dire sur ce plateau, je reviens, j'insiste. Quelle est la différence normalement entre un Massa du Nord Cameroun et un Massa du Tchad? Quelle est la différence? Quelle est la différence sociologique, anthropologique entre un fan du Cameroun et un fan de Gabon et un fan de la Guinée équatoriale? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre un Baya de l'Est du Cameroun et un Baya de la République centrafricaine? La différence, elle est où? Ce n'est pas parce que les gens se sont réunis, se sont assis un jour dans une ville qu'on appelle Berlin, ils se sont assis, ils ont appelé les amis de Essoussé et de Nyamsi, ils ont dit, bon maintenant, prenons le cœur là, et la règle, découpez-nous l'Afrique. Chacun a commencé à prendre sa partie. Regardez la petite Belgique, le pôle 2, regardez le monstre qu'il a pris qu'on appelle le Congo. C'était sa propriété privée à lui. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez voir les Congolais de Brazzaville disent que celui de Kinshasa, ce n'est pas son frère. C'est un Zaïrois, lui il est Congolais. Ça s'est vu quand il y a eu la brouille. Justement, la question des migrants, toujours entre les deux Congos, où la gifle de l'aîné, comme disaient les Congolais de Brazza, a agi avec une violence incroyable. C'est ça le problème que nous avons en Afrique. Il faut déconstruire ce que ces gars-là ont produit à Bel-Air entre 1884 et 1885. Et cela passe parce qu'il faut toujours faire comme des Japonais dans le judo, utiliser la force de ton adversaire pour le renverser, pour le battre. Ils ont cru qu'ils nous ont charcutés en espèce de bantustan. Ils nous ont laissé faire des regroupements sous-régionaux. Mais partons au moins de cette base, de ces regroupements sous-régionaux, pour faire des fédérations. On parle beaucoup plus de la fédération de l'AIS parce que c'est elle qui, de manière, j'allais dire, violente, a exprimé le désir de se séparer de cette France coloniale qui ne voulait pas partir. Malgré, bon, les difficultés nous continuons à voir parce que il y a ça, mais il y a aussi que certains pays de l'AIS continuent d'avoir des accords avec le FMI et la Banque mondiale. Ça aussi, malheureusement, c'est ça. Ils continuent d'utiliser le franc CFA. Ça aussi, malheureusement, c'est ça. Mais regardons aussi des pays comme le Botswana.
le Botswana qui sont en train de faire de nouvelles alliances hors ZLECAf avec des pays comme la Namibie, avec le Zimbabwe, avec la Tanzanie. Attention, on risque d'être surpris de ce qui risque de se produire là-bas. Regardez les débats africains. Il y a un nouveau tracé de chemin de fer, pour un nouveau chemin de fer entre le Tchad-Cameroun. Vous voyez déjà la bagarre qu'il y a là, pour valider le tracé. Le Cameroun dit, moi je vais comme ça. Le Tchad dit, non, je veux plutôt comme ça. Et des débats à ne plus en finir. Moi je pose la question à ceux qui sont là. Comme vous ne voulez pas souvent dialoguer, laissez un peu faire Ngaoundéré, Garoua, Maroua, N'Djamena. Après, on pourra faire Ngaoundéré, Mundu, faire Mundu, ça, faire Mundu, Bongo, et puis N'Djamena, non? Est-ce que c'est trop compliqué? Mais vous savez pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on va vous parler de financement, on va dire que la Banque mondiale et le FMI disent qu'ils ne sont pas d'accord pour financer les autres projets. Alors que nous savons pertinemment, j'en parlais ici, sur la question de l'éducation par exemple. Si on dit à tous les Camerounais qui souffrent, j'ai déjà fait le tronçon ferroviaire Yaoundé-Ngaoundéré. Si on dit à tous les Camerounais qu'on va faire un second tronçon avec l'écartement des rails qui conviennent, avec de nouvelles locomotives modernes, etc., qu'on demande à chaque Camerounais, à chaque Tchadien de mettre 1000 francs dans la cagnotte, on est sûr que cette fois-ci, c'est quand même ce qui va gérer cette manne-là et non Concho Komene qui nous a baladé au mondial. Vous vous souvenez, avec les fonds du mondial qui ne sont jamais arrivés aux joueurs qui étaient aux États-Unis, mais que c'est souci, on lui fait confiance, c'est un garçon vraiment correct. Les gens vont mettre l'argent dans la cagnotte et on sera capable de le faire. C'est-à-dire, cet actionnariat local, sous-régional, il peut être puissant et nous permettre de faire des pas en avant dans la réalisation de certaines infrastructures dont nos pays ont vraiment besoin pour aller l'avant. Je discute souvent en aparté avec des amis, je dis, entre l'autoroute et une ligne de chemin de fer, je préfère la ligne de chemin de fer, pour plusieurs raisons. Entre ce que vous appelez autoroute, vous avez englouti les milliers, combien de milliards encore? Plus de 1000 milliards. Et une route de chemin de fer gérée par Essoussé, avec son complice Namsi, je crois qu'on serait sorti d'auberge pour des difficultés à la fin, sur le plan économique, mais surtout aussi c'est-à-dire que la libre circulation des hommes et des biens, on aurait réglé ce problème. Et je vous dis, et j'insiste, tous les grands pays du monde se sont appuyés sur la question du transport ferroviaire pour pouvoir émerger. Le transsibérien est là. Nous avons fait Moscou-Kazan, vous avez vu. Alors, je ne comprends pas. Donc, je continue de dire à nos dirigeants que je vois des petites batailles tribales. On ne veut pas une troisième chefferie dans une communauté. Les gens disent que oui, vous ne voulez pas de nous, mais on tue un jeune comment ça s'appelle l'endroit là? À Balou, c'est mon pays. Et les mêmes qui étaient pour si, ils sont contre là-bas. Et voilà les débats qui nous intéressent. Alors que le véritable débat qui doit fonder la construction de notre cher et beau pays dans un grand ensemble qu'on appellerait l'Afrique centrale, on n'en parle pas. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui va continuer à donner du temps et de l'espace aux gens comme Trump de continuer. Alors tu as posé une question, je profite pour répondre. Allez-y. Trump, ce n'est pas seulement le type que vous voyez que Trump. Hein. Il y a des forces en dessous. Hein. Voilà. Des forces en dessous qui lui disent, regarde, là où on va, regarde la Chine, la Russie, même le petit Iran là, il faut accélérer. La Turquie, il faut accélérer parce que si on n'accélère pas, nous serons complètement décrochés. On n'a pas le choix. Au point où ils prennent des décisions, n'importe lesquelles, mais pour conforter d'abord son électorat en interne, pour valider la feuille de route de ces lobbies souterrains. Il est même prêt à abandonner Israël, hein, tel que c'est parti là. Parce que les Américains ne s'en sortent plus. Je ne parle pas de la France, elle qui est devenue le chiffon de tout le monde. Et les Africains alors, qu'est-ce que l'on attend pour créer des projets fédérateurs, pour créer des initiatives solidaires, communes, propres à nous? On veut faire exploiter le mine de fer de quoi là, de Mbalam. On va dire on va faire une joint venture entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Mais on va prendre l'électricité. Vous savez que la cimenterie de Figuil, la nouvelle cimenterie de Figuil, elle en arrêt parce qu'elle ne peut pas être approvisionnée en électricité pour tourner.
Voilà. Voilà le Cameroun. Voilà l'Afrique. Et quand Trump vote tout ça là de loin, il dit que le gars là, ils sont même affamés. Donc, il dépose la somme que le docteur Yamsi a dit sur la table. On dit au président Biya, c'est comment? Il dit, je ne sais même pas comment faire. Prenez d'abord, mais ni vu ni connu, nous on n'est pas dedans. Et j'ai écouté un gars de l'armée dernièrement qui a dit qu'il y a un ministre qui est en train de le chercher avec l'affaire des allocations familiales. Mais il va chercher ce qu'il va trouver parce qu'il ne peut pas accepter ça. Et on nous apprend que là, il y a nos frères dans l'armée, dont certains... Ils sont arrivés à un niveau où les hommes accouchent. Ouais. Il y a les noms, il y a les noms des actes de naissance. Incroyable. Il n'y a pas de mère. Il y a le père. Donc il y a une dame dont on nous dit qui a comment dire ça, enregistré 80 enfants, elle tout seule. En si peu de temps. Hein. Son ventre était fait de quoi? De titane. Moi, je veux bien savoir. Bon, voilà. Parce qu'on ne veut pas réfléchir grand. On reste dans la petite corruption de bas étage qui ne fait pas avancer parce que au niveau du leadership politique à la tête de nos États, il y a une grosse différence. Je suis d'accord avec vous, Dr Yamsi. Merci à vous, cher monsieur Patient Parfendor. Merci au docteur Yamsi et bien sûr au docteur Essoussé. Toutes nos excuses, vraiment, chers téléspectateurs. On s'excuse du désagrément aujourd'hui du côté du Standard, mais on sait que vous avez été nombreux. L'émission sera rediffusée et repostée sur vos différentes plateformes Facebook, YouTube, mais aussi notre application qui est d'ailleurs déjà, l'émission y est déjà, notre application For You Media Africa. On espère que vous avez tout de même passé un très bon moment avec nous. Nous, oui. Et on vous souhaite donc une belle, très belle soirée. On se retrouve demain pour le mercredi des téléspectateurs. À très bientôt.